Monsieur Gattaz, c'est un très grand honneur de vous recevoir. Merci de votre présence. Merci, cher ami. On ne vous a rien épargné. Vous savez tout sur moi, ou presque. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. J'aime d'abord beaucoup être avec les jeunes étudiants de qualité, de haute qualité. Et je suis heureux d'être reçu par le président que je connais depuis longtemps. Et puis par des amis que je retrouve ici, que je connais également. J'ai été amené ici par mon ami Bernard Van Est, avec qui nous avons déjà fait quelques shows ensemble sur les sujets voisins. Je suis donc très content d'être avec vous. Alors, vous êtes en train de vous demander comment ce monsieur d'un certain âge, je ne le dis pas parce qu'il y a des jeunes filles ici, ce monsieur d'un certain âge, comment se fait-il qu'il vienne s'intéresser à des jeunes? Alors je vous répondrai comme Jean Nohain. Jean Nohain, c'était un présentateur de la télévision que vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, et qui, âgé, faisait des émissions avec des tout jeunes. On lui disait, mais monsieur Nohain, pourquoi vous faites des émissions avec des jeunes? Il dit, je vais vous faire une confidence, je l'ai été moi-même, jeune. Moi aussi. Ayant été jeune moi-même, ça me rappelle des souvenirs anciens. Et puis je pense que quand on arrive à un certain âge, nous avons un devoir que j'appelle le devoir de TCA. Alors ça paraît mystérieux, j'aime bien les sigles un peu abscons. La TCA, c'est la transmission des connaissances acquises. Les gens de notre âge, qui ont fait des carrières honorables, se doivent de transmettre les connaissances qu'ils ont acquises, qu'ils soient boulangers, pâtissiers ou ingénieurs. Nous avons tous acquis des connaissances intéressantes pour les gens. Alors le thème de notre petite causerie de ce soir, c'est l'esprit d'entreprise. Et vous allez voir pourquoi je fais beaucoup de causeries en ce moment dans l'enseignement supérieur qui doit casser sa coquille et laisser les poussins éclore et créer leurs propres entreprises, aventures à haut risque, je le reconnais, mais ô combien passionnantes. Il faut que vous sachiez que la création d'entreprises en France n'a pas été aussi spontanée qu'on le dit et qu'on le croit. Elle a été très difficile. Vous avez dit, cher ami, que mon frère et moi, quand j'étais pas tout seul, j'étais avec un frère, un excellent technicien, Lucien Gattaz, qui est mort en 2003 malheureusement, et qui était un génie de la mécanique et de l'électricité, puis de l'électronique. Et moi, j'ai toujours été le PDG, mais lui était le vice-président, directeur technique, de très haute qualité. Et tous les deux, nous avons pris une décision, héroïque. À l'époque, quand on avait fait des grandes écoles pour étendu tel, et ce qu'on avait fait tous les deux, parce qu'on était classés dans la catégorie des plutôt bons élèves, nos confrères, nos collègues, nos amis et nos professeurs de l'époque pensaient ingénument qu'on avait fait des sacrifices énormes pour faire des études supérieures, que les parents s'étaient quelquefois saignés pour payer ces études, et qu'on obtenait, avec un diplôme, une sorte de brevet de bonne conduite, de bonne réussite, de bonne carrière et de bonne tranquillité. Et quand j'ai créé cette entreprise dans le fond d'une cour avec mon frère, nous avons en quelque sorte déchiré nos diplômes. Je dis bien déchirer nos diplômes, car quels que soient vos diplômes, dans la création d'entreprise, nous sommes tous des autodidactes. Nous sommes des autodidactes de la création. Ce qu'on a appris dans les écoles nous apprend à apprendre, ce qui est déjà pas si mal que ça. Mais la création de l'entreprise ne résulte pas de cours ex cathedra. Je me tue à dire à toutes les grandes écoles, à tous les directeurs et aux ministres qui ne m'écoutent pas, qu'on n'enseignera pas la création d'entreprise ex nihilo. Pour ceux qui n'ont pas fait de latin, à partir de zéro. On ne l'enseignera pas parce que c'est des qualités différentes. Et je reviens à ce qui se passait autrefois. Personne ne se posait la question
Comment on crée une entreprise? On savait qu'il existait avant les frères Gattaz, il existait depuis longtemps Michelin, Citroën, Peugeot, Péchinet et beaucoup d'autres. Personne ne se demandait comment elles étaient nées. Naïvement, certains se demandaient si elles étaient apportées par les cigognes ou si elles naissaient dans les choux. La naissance des entreprises est aussi mystérieuse que clandestine. Comment voulez-vous que des jeunes aient envie de créer des entreprises? Or, il se trouve, je vais vous faire une petite confidence, nous étions, mon frère et moi, tous les deux, fils et petits-fils d'enseignants. Fils et petits-fils. Et nous avons été élevés dans le travail sérieux, et on ne nous demandait qu'une seule chose, d'être premier en classe. C'était déjà pas mal. Et rien d'autre. Et moi, je suis rentré dans une école d'ingénieur, et mon frère dans une autre, également prestigieuse, où on a entendu un mot nouveau, très nouveau, qu'on n'avait jamais entendu avant, le mot entreprise. Entreprise. Et qu'est-ce que c'est que ce mystère de l'entreprise? Alors nous avons découvert ce milieu de l'entreprise, qui est passionnant, passionnant. Et alors j'ai dit à tous mes camarades de classe, puisque j'ai découvert l'entreprise, je vais en créer une, bien sûr. Ils ont bien ri, en disant, ils plaisantent toujours, et j'ai voulu tirer mon pari. Étant sorti de l'école, je suis rentré comme ingénieur chez Citroën, où j'ai fait beaucoup de choses passionnantes, et qui m'a beaucoup servi d'ailleurs après. Et puis j'ai dit partout, je veux créer une entreprise. Mais voilà. Comment crée-t-on une entreprise? Il y a 2 secrets à savoir et que je vais vous livrer ce soir. 2 secrets. Premièrement, il faut avoir la qualité personnelle de l'entrepreneur. Tout le monde croit l'avoir, ça n'est pas vrai. Nous sommes assez peu nombreux à avoir les qualités d'entrepreneur. La première étant une volonté, une ténacité de faire, la résistance aux épreuves, et on peut y ajouter des qualités qui sont ces qualités qu'on n'apprend pas et qu'on utilise peu dans l'enseignement supérieur, malheureusement, mais de plus en plus, grâce à des présidents qui ont compris le problème, c'est les qualités d'émission. Puisque je suis électronicien, dans l'électronique, vous savez, il y a l'émission et la réception. Vous avez tous fait un petit peu de radio, c'est pas pareil de recevoir de la radio ou d'émettre. Et je vous ferai remarquer au passage que pour recevoir un message radio, il suffit de quelques milliwatts de puissance. Alors que pour émettre, il faut quelques kilowatts, des milliers de fois plus. La puissance d'émission est des milliers de fois supérieure à la puissance de réception. Or, pendant des décennies, peut-être des siècles, nous n'avons utilisé chez nos élites que les qualités de réception. Et ces qualités de réception, c'est quoi? C'est 4 qualités qui vous permettent et qui vous permettront d'avoir tous les diplômes de la Terre, les meilleurs diplômes. 4. Il n'y a que 4 qualités de réception. La compréhension rapide. Au XIXe siècle, on appelait l'intelligence. Quand on comprenait vite, on était intelligent. Maintenant, l'intelligence, on a compris qu'elle avait d'autres facteurs de composition. Deuxièmement, la faculté d'analyse. Troisièmement, la faculté de synthèse. Quatrièmement, une qualité qui a longtemps été sous-estimée et qui est majeure, la mémoire. On est doté génétiquement d'une forte ou d'une faible mémoire, très importante. Et les jeunes comme vous, qui ont la chance d'être dotés de ces 4 qualités, ils font des études brillantes, ils ont des diplômes brillants, et on a cru pendant des décennies qu'ils avaient droit à des responsabilités nationales importantes. Ça n'est pas mon avis. Les autres qualités qu'on a souvent appelées les qualités d'homme ou les qualités de caractère, c'est tout ce que j'ai appelé des qualités d'émission. On émet, on ne reçoit pas. Car on peut recevoir beaucoup, tout comprendre, tout imaginer et rien émettre. Comme la boîte noire en physique. Vous avez fait un peu de physique. Hein, le rayon lumineux qui rentre dans la boîte noire, il ne ressort pas. Eh bien, c'est ça. Eh bien, ce qu'il nous faut, c'est des gens qui émettent. Et toutes les autres qualités sont des qualités d'émission. En tête, imagination créatrice. Très peu de gens ont l'imagination créatrice.
La plupart des gens à qui vous en parlez disent « Mais moi, j'ai l'imagination, monsieur. » Ils confondent avec l'imagination onirique. Ils rêvent la nuit qu'ils vont être à Maharaja, et puis ça s'efface au petit matin. L'imagination créatrice, c'est de rêver le soir qu'on va créer une entreprise et de le faire le lendemain matin à 8 heures. L'imagination créatrice. Je l'ai dit, des qualités de volonté, de ténacité, de pugnacité, de combativité, indispensables pour créer une entreprise, car quand on crée une entreprise, on commence par avoir des épreuves. Épreuves qui peuvent être enrichissantes. Les épreuves, vous savez, tuent les faibles et endurcissent les forts. Ben, si vous êtes fort, vive les épreuves, vive les difficultés. Un exemple, je parle plutôt en exemple qu'en théoricien. Mon frère et moi, nous sommes lancés en 1952. On a trouvé le créneau innovant, le créneau, comme on disait à l'époque, le créneau produit marché porteur, disait Octave Gélinier, le pape du management. Et ce créneau, on l'avait trouvé par hasard, on trouve toujours par hasard, mais quand on cherche, car le créneau, c'est comme les champignons, on ne le trouve que si on le cherche, dans les sous-bois. Et pas en traversant l'autoroute avec le panier sous le bras. Il faut aller sous les taillis, chercher. À force de chercher, on a appris qu'il y allait avoir un nouveau procédé de télévision CCAM, qui aurait 819 lignes au lieu des 625 de ces pauvres Allemands et ces pauvres Américains, et une haute définition, et ils se sont aperçus que pour relier l'antenne au poste de télévision, le câble bifilaire ne marchait plus, et qu'il fallait un câble coaxial. Et le câble coaxial de 75 ohms d'impédance, il fallait le relier au poste de télévision sans rupture d'impédance, enfin, sans aberration sur l'image, pour parler simple, et c'était un problème extrêmement compliqué. Ayant entendu parler de ça, on s'est précipité au Centre national des télécommunications, tous les deux. On l'a dit, nous sommes des ingénieurs hautement qualifiés. Et on va prendre notre problème en main. Et comme les électroniciens n'y connaissent rien en mécanique, on a été des sauveurs. Ils ont dit, ben là, notre problème, pouvez-vous le résoudre? Ben oui. Et on a travaillé très dur, des mois, je passe là-dessus, parce qu'on a fait 25 maquettes avant d'arriver à la bonne. Et puis un jour, on a découvert et breveté la fiche coaxiale de raccordement d'antenne, qui est la même qui est encore derrière votre poste de télévision 60 ans après. On n'a pas gardé ce département, nous l'avons vendu 8 ans après, parce qu'il avait une expansion un peu condamnée, surtout des marges trop faibles, et on s'est lancé dans une autre diversification, comme je disais tout à l'heure, que nous n'aurions jamais abordée si on n'avait pas commencé par une erreur. On s'est lancé sur un marché qui n'était pas totalement porteur, qui n'était pas rentable en tout cas. Et ça nous a permis d'aller vers des lecteurs coaxiaux professionnels à haute définition et haute fréquence. Voilà. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que je trouve que les vertus de l'exemplarité sont irremplaçables. Et que quand on se dit, en voilà qui l'ont fait, pourquoi on ne peut pas le faire nous-mêmes? Et c'est pour ça que j'emmène souvent dans mes conférences, j'amène souvent 2 ou 3 jeunes créateurs. Je vais la semaine prochaine à Grenoble, et j'ai 2 créateurs et qui viennent avec moi, plus le PDG de Microsoft qui m'accompagne pour m'apporter son témoignage de non-créateur, mais d'entrepreneur. Et on va expliquer à des grands amphis que des jeunes ont créé, eux aussi, leur entreprise récemment, non pas comme le père Gattaz il y a bien longtemps, mais il y a 5 ans ou 7 ans, dans les mêmes conditions, avec les mêmes difficultés et avec les mêmes qualités exigées. Alors, j'ai écrit tout ça, j'ai fait un certain nombre de livres, puisque j'ai écrit beaucoup de livres, vous le savez, vous avez dit gentiment que j'en écris 11 tout seul et 25 en collectif, mais 11 tout seul, le premier s'appelait Les Hommes en gris. On m'appelait longtemps l'homme en gris, c'est pour ça que je m'avais dit comme ça depuis 40 ans. Les hommes en gris. Les hommes en gris, c'était justement ces hommes inconnus, gris par l'appellation, gris par la fonction, gris par le destin, gris par tout. Gris.
On ne faisait pas plus gris que l'ingénieur créateur d'entreprise à l'époque. Alors nous, on était un peu des exceptions, parce que mon frère et moi, tout le monde nous regardait en disant mais ils sont fous. Avoir fait des grandes écoles pour redevenir artisan de fond de cours, ça demande un certain courage. On n'utilise plus son diplôme, mais on va repartir pour une aventure à partir de zéro, c'est-à-dire qu'on court un risque nouveau. Ben oui. Mais après, ça donne des satisfactions. Alors, je vous passerai tout à l'heure une courbe, je ne la passe pas maintenant, parce que je vais les passer un peu groupées, les courbes. Et vous verrez qu'un diplômé comme vous, qui allez être des diplômés brillants bientôt, ont tout intérêt à créer une entreprise, car ils créent des entreprises différentes des autodidactes. C'est le livre dont je vais vous parler dans quelques minutes, et je vous passerai quelques courbes. Ce sont les diplômés de l'enseignement supérieur qui créeront en France des entreprises de croissance. Dans ce livre, j'explique la double révolution. Première révolution. Je vous l'ai dit, la France a mal profité des 30 glorieuses. Pourtant, il y avait 1000 occasions d'expansion, de création. Et pendant des décennies, figurez-vous, la France est restée le dernier pays d'Europe pour le nombre de créations d'entreprises nouvelles. Le dernier pays d'Europe. Alors que nous avons un bon taux d'inventivité, nous ne sommes pas plus bêtes que les autres, nous sommes aussi courageux. La création d'entreprises à partir de zéro nous faisait peur. Et dans les promotions de nos écoles d'ingénieurs, vous m'excuserez, j'avais fait à l'époque une statistique sur les écoles d'ingénieurs, et je connaissais mieux que les autres, j'avais fait les lois de Gattaz, et mes études statistiques m'avaient prouvé qu'il n'y avait finalement que 0,3% des élèves ingénieurs qui créaient une entreprise, à l'époque industrielle, qui restait viable au bout de 3 ans. 0,3%, ça faisait 1 par promotion de 300. Et c'est vrai. Puisqu'on parle de l'école centrale de Paris, que je connais un peu, moi je suis le créateur de la promo 48, Francis Bouygues, que vous connaissez tous, c'était le créateur de la promo 47, Jean Montagnon de Picard était le créateur de la 49, il y a 1 par promotion. Alors qu'à la même époque, au lieu de 1 par promotion de 300, c'est-à-dire 0,3%, il y avait au MIT déjà 10% des jeunes, au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui créaient leurs propres entreprises. Incroyable, il y avait une différence incroyable. Donc vous voyez, la France a pris un retard terrible, et moi je désespérais un peu, et pour tout vous raconter, je suis allé voir le directeur de mon école. Alors j'ai écrit ce livre, j'ai écrit ce premier livre qui s'appelait Les Hommes en gris, qui est sorti en 70, oui, c'est pas d'hier, disant aux jeunes gens, créez des entreprises, faites comme nous, c'est enthousiasmant, vous verrez, faites-le. Eh bien, ce livre a eu beaucoup de succès, il a été chez Robert Laffont, il a été réédité de nombreuses fois, et j'ai cru que la partie était gagnée grâce à mon livre. Il a eu un succès d'estime, mais il a été peu suivi d'exemple. Alors je suis allé voir le directeur de l'école d'ingénieurs, et puis je lui ai dit, écoute, il faut que tu fasses un prosélytisme terrible à l'école. Et il m'a répondu cette phrase historique, que je vais vous lire, Gattaz, tu ne vas pas détourner nos élites, non, vous êtes des élites et je vous félicite, tu ne vas pas détourner nos élites de la voie royale des administrations des grandes entreprises pour les égarer dans les petits sentiers de la création dans les sous-bois. J'étais égaré dans les sous-bois. Authentique. Je l'ai cité dans plusieurs livres d'ailleurs. Je le cite parce que le pauvre homme il est mort et qu'il ne peut pas me faire un procès. Authentique. Authentique. Vous voyez comme c'est triste. Alors, je raconte un peu tout ça dans ce livre, qui est sorti l'année dernière, et il y a eu par bonheur 2 révolutions, la double révolution. Un peu inattendues, l'une et l'autre, parce que nous désespérions, nous les
qui faisions du prosélytisme intense pour cette création d'entreprise, de voir qu'on ne réussissait pas tellement bien. Première révolution, vers les années 2000. Ne me demandez pas une date précise. Vers les années 2000, il y a eu une explosion du nombre de créations d'entreprises en France. Dû au prosélytisme que nous avions un certain nombre à faire, je n'étais pas tout seul, rassurez-vous, j'avais fait beaucoup d'élèves, beaucoup de disciples, et nous étions très nombreux à porter la bonne parole. Il y a eu la création de l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises, par Jean-Pierre Raffarin, qui a été un très grand succès, et qui a été très dynamique. Et puis plus tard, mais un peu plus tard, vous savez, il y a eu la création des auto-entrepreneurs. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pris dans mes statistiques que la moitié des auto-entrepreneurs, et je crois que j'ai été encore bien gentil, j'aurais dû en prendre le quart, peut-être même le cinquième, qui sont de véritables entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, j'en ai beaucoup autour de moi qui ne sont pas de vrais créateurs d'entreprises. Donc, première évolution, le nombre d'entreprises nouvelles créées a explosé. Et curieusement, de la dernière place d'Europe, en quelques années, nous sommes passés à la première. Nous tournons depuis 2000 autour de 400 000 entreprises par an et nous battons très largement les Allemands, les Anglais, les Italiens. Et donc nous sommes bien placés pour le nombre. Première loi, première révolution, nous avons gagné la partie. Et on peut se réjouir. Mais nous n'avons pas gagné la deuxième manche, et qui est sans doute la plus importante. Nous construisons, nous fabriquons, nous créons des toutes petites entreprises. Les Français aiment le petit. C'est ce que j'appelle le culte de l'ourson. Et plus le petit ourson est larmoyant et malade, plus on est content, plus on le soigne, plus on le bichonne, plus on le met sous la tente à oxygène gouvernementale. On aide les malheureux au lieu de pousser les meilleurs. C'est très grave, très grave. C'est bien pour la générosité du français moyen, mais c'est pas très bon pour l'économie. Si bien qu'en France, on se réjouit d'avoir des petites entreprises malades. Et on en a plein. Et on fait des petites entreprises qui ne grandissent pas. On fait des entreprises naines et nous cultivons le nanisme avec délectation. Délectation. Il faut changer ça. Alors nous nous battons là contre parce que, nous professons, en particulier à mon association qui s'appelle Jeunesse et Entreprise, que j'ai créée, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1986. C'est une fondation que j'ai créée en 1986 qui rapproche les jeunes des entreprises. On s'occupe beaucoup de la création d'entreprises. Et nous militons pour que nos jeunes créent des entreprises de croissance. Le secret de la France de demain, c'est de créer des entreprises de croissance et non plus des entreprises naines. Et la multiplication des emplois, puisque la priorité de tous les pays du monde, y compris de la France, surtout de la France, c'est l'emploi. L'emploi. Eh bien, vous le savez, la multiplication des emplois passera par la multiplication des employeurs. Créons des employeurs et ça créera des emplois. Mais des employeurs qui veulent bien grandir, qui veulent bien croître. Alors, on me dit, mais vous parlez que de croissance, mais bien sûr, la croissance est inévitable. Alors je sais bien qu'il y a des philosophes amoureux de la décroissance et nostalgiques des diligences et de l'odeur du crottin de cheval. Je le sais. Mais c'est pas avec ça qu'on va refaire notre pays. Non. La croissance. Pourquoi il faut la croissance? Mais la croissance des emplois pour des tas de raisons. Elle est d'abord inévitable pour des problèmes biologiques. L'entreprise est un être vivant, tous les êtres vivants grandissent. Et quand ils décroissent, plantes ou animales, ceux qui vont vers leur disparition. La croissance est indispensable biologiquement à l'entreprise. Deuxièmement, psychologiquement. Quand vous allez créer une entreprise et que vous aurez des collaborateurs, vous croyez que vous allez pouvoir les dynamiser, les motiver, les mobiliser sur un projet décroissant. Vous n'embaucherez de bons collaborateurs que
si vous leur dites, voilà les projets de croissance que nous allons traiter ensemble. La croissance est mobilisatrice. Et vous savez qu'il faut... C'est l'art de diriger une entreprise. J'ai une belle phrase, un gatazisme que je vais vous livrer, que vous pouvez noter, c'est permis. Demain, le talent de la gestion sera la gestion des talents. En général, on applaudit, mais ça fait rien. Voilà. Alors, c'était mon deuxième an, j'ai un peu perdu pied. Hein. Troisièmement, j'en suis au troisième an. Eh bien, personne ne le sait, mais la croissance efface les erreurs. En particulier les erreurs de gestion. Nous, chefs d'entreprise, on fait des erreurs, malheureusement, fréquentes, tous les jours, comme tout le monde. Or, la croissance efface les erreurs. Quelles sont les erreurs que nous faisons? Nos principales erreurs, c'est les surstocks, les surinvestissements, les sureffectifs. Eh bien, avec la croissance, ces erreurs deviennent des anticipations géniales. On efface les erreurs. Donc la croissance, j'avais même appelé la croissance la séquelle, C-E-Q-E-L-E, là on peut noter aussi. C'est la croissance éponge qui efface les erreurs. La croissance éponge qui efface les erreurs. Quatrième raison de la croissance, alors là, personne ne le sait, mais moi je vais vous livrer un petit secret. Quand une entreprise est en croissance, une croissance plus forte que celle qu'elle avait prévue, elle fait des surprofits toujours inattendus. Vous avez prévu une croissance de 3%. Votre entreprise fait une croissance de 6%. Elle a donc fait une croissance supérieure de 3% à vos prévisions. Mais le bénéfice inattendu et supplémentaire ne sera pas de 3%. Il sera de 10, 15, 20, 25, 30% plus élevé. Les surprofits inattendus de la croissance. C'est un secret bien gardé. Et puis enfin, je l'ai dit tout à l'heure, la cinquième raison de la croissance, c'est que c'est la seule cause de l'emploi. Un chef d'entreprise l'embauche, vous pouvez lui raconter tout ce qu'il voudra, vous pouvez lui parler de solidarité, etc., vis-à-vis des sans-emploi ou vis-à-vis des jeunes chômeurs. Le chef d'entreprise l'embauche que s'il a besoin de personnel, que s'il est en croissance. Le secret de l'emploi, c'est la croissance. Alors on ne vient pas nous dire il ne faut pas de croissance. Nous devrions tous passer notre vie à chercher la croissance. Et nous arrivons au deuxième théorème de ce livre, deuxième partie de ce livre, de la deuxième révolution. Il fallait faire des entreprises de croissance. Et c'est là que j'ai fait une petite découverte statistique en travaillant beaucoup avec l'INSEE et avec la PCE, surtout l'INSEE. Et alors, nous avons découvert ensemble avec tous les collaborateurs une statistique qui comporte beaucoup d'exceptions. Mais cette statistique est la suivante. Bon. J'ai donné un nom de théorème dans ce livre, c'est un peu présomptueux. Le taux de croissance d'une nouvelle entreprise est fonction du taux d'instruction du créateur. Ça paraît curieux, c'est vrai. Le taux de croissance d'une nouvelle entreprise est fonction du taux d'instruction du créateur. N'est-ce pas? Là, ça vaudra la peine que je vous commente avec une projection. L'artisan sympathique qui se met à son compte, j'écris se mettre à son compte, C-O-N-T-E, car c'est un compte de fait. C'est se mettre à son compte de fait. Quand il lâche sa position de petit plombier pour devenir se mettre à son compte, son effort est faible, parce qu'il ne part pas de très haut. Mais par contre, sa courbe après sera à pente faible. Il va embaucher 1, 2, 3 compagnons, et même mon plombier du Vésinet veut rester tout seul, lui, car il a peur d'avoir des salariés. Un cadre, comme vous allez l'être dans quelques temps, partant de plus haut, a une belle situation, il hésite d'ailleurs à quitter, parce qu'il a une belle situation chez Saint-Gobain, et il n'a pas envie de la lâcher. S'il la lâche, et s'il a trouvé le fameux créneau porteur, le projet innovant, et qu'il se lance,
il fait une chute plus grande, car il était plus haut. Mais après, sa pente ne sera pas la même. C'est des entreprises dirigées, créées par des diplômés qui ont la pente la plus forte. Alors, vous allez me citer les cas connus de tout le monde, de M. Florat, de M. Mantelet qui a créé Moulinex, du baron Bic qui a créé les crayons, et beaucoup d'autres qui ont des réussites magnifiques sans avoir fait des études. Mais c'est ces exceptions qui se comptent sur les doigts de la main qui confirment la règle que je viens de vous dire. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, il faut que les jeunes diplômés, créent des entreprises. Alors, vous voulez qu'on passe les statistiques? On va essayer de je ne sais pas dans quelle ordre elles sont, mais on va essayer de les comprendre ensemble. Alors, allons-y. Ça, c'est quoi, ça? C'est le nombre. Attendez, je vais, comme on dit en latin, toujours en latin, doctus comme libro, savant avec le livre. Alors, vous passez le premier, là. Oui, alors là, vous avez un tableau, c'est la création d'entreprises en France. Vous voyez qu'on s'est traîné longtemps dans 200 000. Au suivant, vous avez maintenant la création d'entreprises en France, mais avec un sursaut notoire à partir de 2003, année charnière. Et on est passé de 237 000 à 327, et on est, vous verrez tout à l'heure, autour de 400 000. Le suivant, c'est création d'entreprises en France. C'est ça? Non? C'est ça. Création d'entreprises en France. Avec création des auto-entrepreneurs, créés en 2009, et je vous ai dit, j'en ai pris que 50%. Alors, vous voyez que le total des créations, maintenant, si on ajoute les vrais créateurs, plus une partie des auto-entrepreneurs, on arrive autour de 400 000. Ensuite, création d'entreprises en France, c'est la courbe de... Non, celle-là, vous ne l'avez pas. Ah, voilà, la courbe, si vous l'avez. Ça, c'est la courbe de notoriété des entreprises, parce qu'il est certain que quand les entreprises ont une mauvaise image, on ne crée pas d'entreprise, ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans l'histoire de France. Mais là, passons. Le plus important, c'est le suivant. Allons-y. Création d'entreprises en France. Voilà. C'est ce que je vous explique depuis le début de cette petite causerie. En rouge, c'est donc le diplômé, et en bleu, c'est l'autodidacte. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? La chute de l'autodidacte est faible, mais sa pente est faible. La chute du diplômé est plus forte, mais la pente est beaucoup plus forte. Et c'est le théorème, le taux de croissance d'une nouvelle entreprise est fonction du taux d'instruction du créateur, ce qui surprend toujours, mais qui est vrai. C'est pour ça que je fais un prosélytisme extraordinaire. Nous faisons un prosélytisme extraordinaire auprès de l'enseignement supérieur pour qu'il favorise la création d'entreprises. Et ça, c'est compliqué parce que l'enseignement supérieur n'est pas actuellement organisé pour créer l'esprit de la création, les qualités d'émission dont je vous ai parlé. Comment fonctionne l'enseignement supérieur français? Moi, j'y suis passé, comme vous, avant vous, en général. Ce sont des problèmes bien posés, résoudre par une personne seule, à solution unique, et donnant lieu à une note généralement peu discutée. Mais dans l'entreprise, tout ça est faux. Tout est faux. Un, les problèmes dans l'entreprise sont mal posés. Deux, ils ne sont jamais proposés une personne unique, c'est toujours, ou presque toujours, du travail en groupe. Troisièmement, c'est à solution multiple. Et quatrièmement, ça ne peut pas donner lieu à une note, car on verra après comment ça a réussi ou pas. Vous voyez que le schéma du raisonnement est totalement différent entre le raisonnement de l'entreprise et le raisonnement de l'enseignement supérieur. Il est donc nécessaire que l'enseignement supérieur change. Nous sommes un peu des héritiers du siècle des Lumières et du raisonnement des philosophes. La raison qui a conduit à la révolution que vous savez, elle est aujourd'hui dépassée. Le raisonnement de la raison n'est plus suffisant. Aujourd'hui, c'est l'impulsus, l'impétus, le goût, le tonus, la niaque, comme disent les Gascons,
C'est ça qui compte. Et ça, vous voyez, alors ça, vous avez une courbe là, en ce moment au tableau, extrêmement importante. Vous voulez passer le suivant, s'il vous plaît? Création d'entreprises en Europe en 2011, c'est ça? Alors oui, comparé, je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, on est à 400 000, et même l'Allemagne est à 300 000. N'est-ce pas? Et l'Italie aussi. Alors ce qu'il faut, c'est que nos petites entreprises deviennent des entreprises de croissance et deviennent la catégorie suivante. Alors on pourrait passer le tableau suivant, qui s'appelle PME et ETI. C'est lui, vous y êtes. Alors, j'ai fait ce tableau pour vous montrer que le nombre d'ETI, les ETI sont ces nouvelles entreprises dans la réalisation desquelles j'ai une petite responsabilité. Je me suis battu 32 ans pour faire reconnaître cette catégorie qui correspond au Mittelstand allemand, des entreprises taille intermédiaire, entre 250 et 5000 salariés. Elles sont 4600 en France, et c'est ces entreprises qui fournissent beaucoup d'emplois. Et il faudrait qu'on en ait beaucoup. Mais nous sommes très riches en PME et très très pauvres en ETI. Regardez le tableau. Le Japon a 50% de PME, 40% d'ETI. Et puis, le reste, c'est les grandes entreprises. Et on a pris que des entreprises au-dessus de 10 salariés. Je n'ai pas pris les artisans. L'Allemagne, 65-34, les USA, 69-30, la Chine, le Brésil et l'Inde, 84-15, et la pauvre France, 94% de nos entreprises sont des PME et seulement 5% des ETI. C'est dramatique. Alors, il y a des raisons à ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais au passage en vitesse, je peux vous signaler que le doublement des droits de succession pour les entreprises, quand j'étais président moi-même du MEDEF, qui s'appelait le CNPF à l'école, vous ne connaissez pas ce nom-là, CNPF. Je suis sûr que vous ne savez pas ce que ça veut dire, CNPF. Je vais vous donner la traduction, ça veut dire « ce n'est pas facile ». Voilà, quand j'y étais, c'était déjà comme ça, « ce n'est pas facile ». Eh bien, quand j'étais donc au CNPF, on a doublé les droits de succession, y compris sur les entreprises, et comme les gens ne peuvent pas payer les droits de succession sur les entreprises qui ont une valeur théorique très élevée, mais les propriétaires ont quelquefois des disponibilités modestes, enfin insuffisantes, ne pouvaient pas payer des droits doublés, et il y a eu une hémorragie extraordinaire. Des milliers d'ETI ont été vendus, fermés, ou surtout vendus à l'étranger. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme tableau? Environnement, c'est ça? Non. Ah non, c'est intéressant. Là, vous allez être content. Âge des créateurs, c'est pour vous que je l'ai fait ce tableau. Créer votre entreprise jeune. N'attendez pas. Alors voilà des exemples. Vous connaissez tous Bill Gates, vous connaissez tous Steve Jobs, vous connaissez tous Mark Zuckerberg, tous. Et bien voilà les âges, ils ont créé. Ils faisaient des études supérieures, tous. N'est-ce pas? Ils n'étaient pas agents de nettoyage au fond d'un aéroport. Et ils ont quitté des études très supérieures pour se mettre à leur compte, de fait, à 20 ans, 21 ans, 20 ans, etc. Vous voyez les âges. Pourquoi il faut créer jeune? Parce qu'à cause du risque. Nous sommes dotés de façon congénitale d'un certain taux de risque. Et notre goût du risque maximum, nous l'avons à 20 ans. Après, il ne fait que descendre toute la vie. Le goût du risque descend toute la vie. J'appelle ça l'escalier du risque qui descend et ne remonte jamais. Première marche. Vous savez, beaucoup de diplômes, vous trouvez une très belle situation. Vous hésitez à lâcher une très belle situation pour devenir artisan de fond de cours, ça se comprend. Ensuite, deuxième marche, vous vous mariez, vous avez de nombreux petits-enfants, vous ne voulez pas leur faire courir trop de risques. Et toute la vie, les marches du risque descendent jusqu'à la marche du cholestérol et de l'arthrose, et là c'est fini, on n'a plus de risques du tout. Donc, il vaut mieux partir au sommet de l'escalier, donc créer votre entreprise le plus tôt possible. Alors on me répond souvent, les jeunes me disent, monsieur, et l'expérience?
l'expérience gêne plutôt la création d'entreprise. L'expérience ne peut servir qu'à trouver le fameux créneau dont je parlais. Bon, ce n'était pas mon cas, puisque moi, je vous l'ai dit, dans une entreprise d'automobile qui ne m'a pas fourni le créneau des fiches de télévision. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui, dans leur propre situation, ont trouvé le créneau. Par exemple, j'ai poussé un de mes jeunes copains de Supélec qui voulait créer son entreprise comme moi, et il me dit, je ne trouve pas le créneau, je cherche. Et il était à l'époque dans une entreprise qui s'appelait Les Câbles de Lyon, qui a changé de nom, comme vous le savez, et qui refusait beaucoup de petites commandes. J'ai dit, mais va voir ton PDG. Et dis-lui, et si moi je prenais les petites commandes en faisant les petites commandes que vous ne voulez pas? Ah bien, j'ose pas aller lui dire ça. Il a été très bien reçu. Et le PDG me dit, mais quelle bonne idée, je vais même vous aider. Il a monté une petite affaire de com, très difficilement, il faut bien le dire, parce que je vous signale que fabriquer une boudineuse à câble, ça coûte très cher. C'est un ingénieur très brillant. Il a mis 2 ans à fabriquer sa boudineuse lui-même. Mais c'est devenu une très grosse entreprise, Fileca. Et son idée est venue en ramassant les miettes de la nourriture du gros lion qui pouvait nourrir un petit oiseau. Donc, vous voyez, les créneaux, on peut les trouver. Donc, ne me dites pas qu'il faut de l'expérience. On crée son entreprise le plus tôt possible. Voilà. Alors, vous voyez que tout ceci, je ne sais pas, parce que moi je suis un peu intarissable, alors je peux continuer ou j'arrête? Il faut peut-être arrêter quand même, surtout qu'on va faire... Alors vous avez compris tous que ce qu'il faut dans le fond pour la création d'entreprise, c'est surtout ces qualités d'émission, c'est-à-dire cet enthousiasme, la volonté de réussir, cette capacité d'entraînement. Je vous l'ai dit, ces qualités, réfléchissez bien, ai-je ou n'ai-je pas ces qualités d'émission? Tout le monde pensait savoir, et ce n'est malheureusement pas vrai. Je reçois des dizaines de jeunes et qui viennent me voir en me disant j'ai trouvé un créneau porteur ou je ne l'ai pas trouvé, ou je viens vous voir, etc. Et on détecte assez vite s'il a les qualités d'émission ou pas. Récemment, un super diplômé est venu me voir, je connaissais son père, super diplômé, très intelligent, très sympathique. Il est venu me voir en me disant j'ai une idée, ben vous savez, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué? Est-ce que vous croyez que je pourrais continuer à prendre mes 6 semaines de congé? Oh, je lui dis, restez où vous êtes. Restez où vous êtes bien. Vous allez avoir une très belle situation, mais continuez. Vous comprenez, quand on vient voir, commencer en parlant des congés, je m'inquiète un peu, moi. Car avec mon frère, on n'a pas pris de congé pendant 4-5 ans, bien entendu. Du tout. On travaillait samedi et dimanche. Bon, on n'est pas les seuls. Il y en a qui ont fait encore mieux que nous. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut garder en tête. Alors, il y a des choses un peu amusantes que je peux vous citer quand même. C'est que quand on demandait au créateur de chaîne d'hôtel, vous savez, Conrad Hilton, on lui dit « Monsieur Hilton, qu'est-ce qu'il faut dire à un jeune qui veut créer une chaîne d'hôtel ?» Oh, il disait « Vous savez, jeune homme, il n'y a qu'une chose qu'il doit savoir, c'est que le rideau de douche doit toujours être à l'intérieur de la baignoire. » Le souci du détail, car vous savez, le diable se cache dans les détails. Bon, il voulait dire par là, en plaisantant, quand on crée une entreprise, il faut se remonter les manches et puis être un factotum. On fait tout. On fait tout, on fait tout, on fait tout. Puis alors, il faut être prudent. Alors, vous allez peut-être me poser des questions, mais moi, je crois qu'il faut prendre des risques. On en a assez parlé, des risques technologiques d'abord. Sur le marché, il faut trouver le marché porteur. Ça, c'est le secret de l'entrepreneur. Hein. Et vous êtes mieux placé que nous pour trouver le marché porteur. Aujourd'hui, avec l'informatique, vous trouverez plus facilement un projet innovant que les chefs d'entreprise confirmés. Les jeunes ont une capacité d'appréhension des nouveaux créneaux donnés par l'informatique et de façon générale l'Internet et le web et bien entendu tout le numérique au sens très général du terme.
où il y a une infinité de créneaux. Les créneaux, depuis mon époque, ne sont pas moins nombreux, comme on le croit quelquefois, mais sont des milliers de fois supérieurs. Des milliers de fois supérieurs. Et puis en plus, dans le numérique, on peut quand même créer des entreprises avec peu de capitaux, alors que nous, on crée des entreprises industrielles, mangeuses de capitaux. Alors il faut être prudent sur le plan financier. Je crois qu'on peut courir des risques technologiques, je viens de vous dire, des risques de marché, des risques humains en embauchant des jeunes. Moi, j'ai mis des directeurs d'usines très très jeunes, j'ai fait des paris fabuleux qui ont toujours réussi. Mais, par contre, j'ai dit prudence financière. Ça ne s'abandonne pas. J'ai un ami qui dit toujours, il ne faut pas avoir un ego supérieur à son cash flow. Et je crois que c'est vrai. Et puis, moi, j'ai une autre formule. Je dis, méfiez-vous des prêts. J'ajoute, le malheur est dans le prêt. Là, on rit quand on comprend. Voilà. Et puis, voilà, le reste, eh bien, je pense qu'il va y avoir une transformation je pense qu'il va y avoir une transformation de l'enseignement. Puis maintenant, je vous répète, l'informatique nous donne des débouchés extraordinaires. Nous, on a travaillé avec ferveur et vous allez travailler avec serveur. C'est pas mal non plus, celle-là. Voilà. Et puis, commencez petit, n'ayez pas peur, commencez tout petit. Ah oui, on me dit, il faut de l'argent, il faut commencer une sorte. Mais non! Moi, j'aime bien une entreprise qui part de zéro, avec un salarié, puis deux, puis trois. Les petites entreprises sont très dynamiques quand elles veulent bien grandir. 1 kilo d'abeilles est plus efficace qu'1 kilo d'éléphant. Donc il faut mieux avoir des abeilles. Alors, on m'a demandé souvent un jour à HEC, et j'en ai fait pas mal à HEC, il y a un élève qui m'a dit, vous n'auriez pas une recette culinaire à nous donner pour la création? J'ai dit, écoutez, je vais l'inventer. Je n'avais pas bien préparé, alors il n'est pas génial. C'est pas avec ça que j'aurai le prix Nobel de la création d'entreprise. Mais voilà ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, écoutez, la recette culinaire de Gattaz, c'est la suivante. Pour créer une entreprise qui marche, il faut avoir 10% de finances, ça suffit. Oh. 10% de compétences, diplôme. Alors ils m'ont dit, le reste, 80%. Eh bien, le reste, c'est 80%. C'est 40% de vaillance et 40% d'inconscience. L'inconscience, c'est pour rimer l'inconscience. En fait, c'est le risque. Hein? Voilà la recette qu'il faut que vous gardiez. Alors voilà, écoutez, vous avez compris que tout ça marche si vous avez gardé l'enthousiasme. Et je terminerai par une citation de Chamfort. Chamfort était un écrivain, vous savez, qui a eu beaucoup de malheurs sous la Révolution, et qui avait dit cette phrase prophétique sous la Révolution, mais qui s'applique encore aujourd'hui: si les raisonnables ont duré, les enthousiastes, eux, ont vécu. Merci beaucoup.